Bienvenue à tous à Connex Auto, l'émission. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode avec au sommaire aujourd'hui la présentation de cette voiture mythique que tout le monde connaît, la Fiat 500. On vous expliquera les dessous de cette petite voiture qui a sauvé Fiat. Au deuxième moment de l'émission, nous avons notre invité expert qui est Olivier Bouteille, qui est donc expert comptable. Il va nous expliquer tout ce qu'on peut faire avec une voiture au sein de son entreprise, la fiscalité, les avantages et forcément les différentes solutions possibles et les meilleures forcément pour vous, chef d'entreprise qui avez peut-être l'idée d'avoir une voiture au sein de votre entreprise. À la fin de notre émission, vous allez découvrir notre grand jeu concours. Et oui, il y aura une voiture à gagner, mais on ne vous en dit pas plus, il faut aller jusqu'à la fin de l'émission. Connex Auto, l'émission, c'est parti! Et voilà, on se retrouve avec notre Fiat 500. Vous l'avez reconnue, vous la connaissez toutes et tous. C'est une voiture mythique. Elle fait toujours tourner les têtes malgré sa petite taille, à peine 3 mètres. Mais ça reste la voiture qui fait rêver, la voiture de la Dolce Vita, la voiture qui a marqué complètement plusieurs décennies puisqu'elle a commencé dans les années 60 et ça continue encore aujourd'hui. Ça prouve que la recette de cette petite bouille a été une recette miracle puisque finalement elle traverse les décennies et elle a toujours autant de succès. Alors nous, comme vous le savez très bien, chez Connex Auto, l'idée c'est de trouver toujours des voitures un peu atypiques, un peu typiques, mais aussi avec des voitures d'une qualité exceptionnelle. Et là c'est le cas aussi encore de cette Fiat 500. Alors déjà la Fiat 500 que vous avez là, vous voyez c'est une couleur assez peu répandue, on est sur un gris un peu anthracite avec un intérieur rouge en cuir, et donc ça c'est une configuration un petit peu plus rare, un peu moins vue, et surtout ce qui fait la particularité de cette voiture là, c'est ce côté découvrable. Donc là on est vraiment sur une Fiat 500 où là on a cheveux au vent et on peut rouler avec un confort optimal en regardant le ciel bleu de la Côte d'Azur éventuellement. Mais ce qui est intéressant aussi sur cette voiture-là, et vous allez la voir, c'est qu'on est sur une restauration qui a été faite et surtout qui a été certifiée, parce que cette restauration-là a été certifiée par le fameux club milanais des Fiat 500. Donc on a même, cette voiture possède son certificat non seulement d'authenticité et aussi son certificat de qualité en termes de restauration de la Fiat 500. Donc tout a été refait dans les règles de l'art. Cette voiture-là est quasiment neuve en fait, si ce n'est que la carte grise a bien son âge parce que celle-ci est de 1966. Et donc là effectivement tout ce qui est la partie compartiment moteur, voilà, on retrouve en fait ce fameux moteur à refroidissement à air et qui a fait aussi la réputation et la renommée de la Fiat 500. Voilà. Donc quand on continue aussi sur cette voiture, finalement avec sa petite taille, quand on la voit d'extérieur, elle fait assez petite et finalement il y a un assez grand espace. Ça a été déjà à l'époque, c'était assez révolutionnaire parce qu'il y avait déjà une ergonomie beaucoup plus importante finalement à l'intérieur qu'on aurait pu croire quand on regarde l'extérieur de cette voiture. Il faut savoir que cette voiture là, vous pouvez la mettre, elle fait à peine 3 mètres de long et avec à peine 1,20 m de large. Donc vous pouvez la mettre même dans votre salon si ça vous dit. Ça fait assez joli en termes de décoration. Voilà un petit peu l'intérieur aussi de notre Fiat 500. Vous voyez, à la fin, c'était très rustique. Vous voyez, je pense qu'elle était déjà en avance sur son temps. Aujourd'hui, les voitures modernes ont enlevé tout ce qui était boutons et éléments un peu superflus. Bah, vous voyez, déjà la Fiat 500 dans les années 60 était déjà très minimaliste en termes d'options et en termes d'options qu'on pouvait voir sur cette voiture. Donc on allait à l'essentiel, c'était la voiture, c'était comme la Volkswagen qui était pour l'Allemagne, la 2 chevaux pour la France, les Italiens avaient la Fiat 500, voilà, donc on allait à l'essentiel, c'était la voiture du peuple, et bien finalement aujourd'hui ça reste toujours une belle voiture, vous voyez, quand les choses ont été réfléchies
en amont pour avoir on va dire de la rationalité et de l'efficacité, et ben on sort des modèles qui finalement sont toujours d'actualité 60 ans plus tard. C'est ça aussi pour moi le vrai secret d'un designer, le vrai secret d'un industriel, c'est en fait d'avoir créé quelque chose qui 60 ans plus tard eh ben, est toujours d'actualité, et c'est le cas de la Fiat 500. Donc ça on peut leur dire bravo. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette petite Fiat 500 qui n'attend plus que son prochain propriétaire. Si vous souhaitez venir la voir de plus près et découvrir cette qualité de restauration qui a été faite par des artisans passionnés, eh ben, je vous invite à prendre rendez-vous chez nous, chez Connex Auto, pour tout simplement avoir le plaisir de monter dedans, d'aller faire un petit tour, pourquoi pas, et nous on sera ravis de vous accueillir. C'est le moment de maintenant de nous retrouver avec notre invité expert, Monsieur Olivier Bouteille. Bonjour Monsieur Bouteille. Bonjour Gary. Eh bien écoutez, on est ravis de vous recevoir aujourd'hui donc pour cette belle émission qui va être concernée finalement l'esprit plutôt comptable d'une entreprise lors de l'acquisition d'un véhicule. Donc vous allez un petit peu nous expliquer tous les méandres qu'on peut trouver dans l'administration fiscale française avec les différents types de véhicules et les différentes options comptables qu'on peut avoir lorsqu'on acquiert un véhicule. Mais tout d'abord, prenez quelques minutes pour vous présenter qui vous êtes et ce que vous faites. D'abord, merci de m'inviter ici dans les locaux de Connex Auto avec ces magnifiques véhicules. Donc moi, je suis expert comptable, commissaire aux comptes, diplômé. Et j'exerce dans un cabinet qui s'appelle Exorev. Voilà, je suis associé. C'est un cabinet d'une 50aine de personnes qui rayonnent sur les départements de la Loire et du Rhône. Voilà. Et j'accompagne mes clients dans leurs projets entrepreneuriales. Très bien. Voilà. Dans différentes sortes d'entreprises. Différents secteurs d'activité, différentes tailles d'entreprises, tout à fait. Bon, très bien. Du coup, c'est pour ça qu'on vous a fait venir. Vous êtes expert dans votre métier, d'où le nom d'expert comptable. Et donc, l'idée de la première question, c'est d'ailleurs quelles sont les différentes façons d'acquérir un véhicule au sein d'une entreprise, donc d'une structure, SA, SAS, autre qu'entreprise individuelle éventuellement, mais voilà. Quelles sont les différentes façons alors? Ouais. Alors une entreprise, elle peut effectivement acquérir un véhicule, comme vous l'avez dit, voilà, l'acheter, mais elle peut aussi le louer, ou elle peut l'utiliser. Et dans ce cas-là, c'est le dirigeant ou les salariés qui restent propriétaires du véhicule. Mais l'entreprise, en tant qu'utilisatrice, va verser des indemnités aux dirigeants ou aux salariés. Voilà. Donc l'entreprise, si on revient sur le premier cas, elle peut acquérir un véhicule. Alors elle peut l'acquérir de deux façons, soit par ses fonds propres, elle va autofinancer l'acquisition, ou bien elle va souscrire un emprunt bancaire si elle ne souhaite pas l'autofinancer de la totalité ou d'une partie du prix d'acquisition. Voilà. Et entre l'acquisition et le remboursement des indemnités kilométriques, il y a aussi le dispositif de location. Donc une entreprise peut louer un véhicule ou prendre un véhicule en crédit bail. Voilà. Donc là, après, toutes ces différentes solutions, c'est à discuter auprès de son expert financier qui permet de savoir l'optimisation maximale en termes de finances pour l'entreprise. Oui. Alors, est-ce que je peux acheter n'importe quel type de voiture avec mon entreprise, même si les statuts peuvent être parfois différents, que ce soit boulanger ou super agro-industriel, est-ce que je peux acheter finalement n'importe quel véhicule dans l'entreprise? Il n'y a pas de restriction en effet sur l'acquisition d'un véhicule. Il n'y a pas de restriction sur l'âge du véhicule, sur les caractéristiques du véhicule. On va voir qu'ensuite il y a des incidences, bien entendu, on va en parler, on va revenir dessus. Il y a des incidences en matière fiscale, mais je peux effectivement, pour répondre à la question, acheter n'importe quel véhicule.
Donc là, c'est là où on rebondit finalement sur le côté fiscal. On sait qu'en France, on a grosso modo la taxe principale, la TVA. Déjà, c'est de savoir si, dans quel cas, on peut éventuellement être exonéré de cette taxe-là, si on achète tel ou tel véhicule. Vous avez la TVS, la taxe véhicule sur société. On sait elle dépend aussi de la pollution ou de la consommation en CO2 de ces voitures, les émissions en CO2, pardon. C'est pareil, existe-t-il des exonérations de TVS, par exemple? Et puis après, est-ce que, on entend souvent parler des avantages en nature, donc dans quel cas on compte des avantages en nature sur son véhicule et comment ils sont calculés? Et puis il y a un autre point aussi, c'est la charge déductible au niveau de l'achat du véhicule. Voilà. Alors pour retracer un petit peu tous ces différents points, alors on a d'abord évoqué la TVA dans la question. Donc cette TVA, si j'achète un véhicule et effectivement qu'on me facture de la TVA, est-ce que je suis en droit d'aller demander au fisc le remboursement de cette TVA que j'ai payée? Voilà. Si on précise la question. Alors, la réponse est, elle peut être oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des cas où effectivement je vais pouvoir demander à ce qu'on me rembourse cette TVA, et puis d'autres cas où malheureusement non, cette TVA n'est pas déductible. Voilà. Okay. Alors, elle est principalement récupérable, soit parce que j'achète un véhicule de type utilitaire. Voilà. Donc, on peut donner un exemple, un artisan qui achète un véhicule utilitaire inscrit comme tel sur la carte grise, là effectivement la TVA elle est récupérable et il pourra demander le remboursement de cette TVA qui a été payée au moment de l'acquisition. Il y a d'autres cas, c'est si j'achète un véhicule normal, 5 places, donc de type VP sur la carte grise, mais de par mon activité, de par ma profession, je suis autorisé à récupérer cette TVA. Alors on peut citer les auto-écoles, les taxis, ou encore une entreprise dont l'activité serait la location de véhicules. Dans ce cas-là, effectivement, la TVA sur l'acquisition du véhicule est récupérable. Ou alors elle est récupérable si on transforme un véhicule 5 places, comme vous le disiez, en 2 places. Ça, c'est aussi possible. Ouais. Ok. Donc c'est bien sûr, on voit aussi, et on attire l'attention aussi à nos différents spectateurs, c'est que la combine de dire on transforme le véhicule en 2 places et on garde la totalité des sièges de sa voiture et on roule comme ça, gare au contrôle douanier aussi au niveau des péages qui peuvent transmettre un avis. Oui, bien entendu, si la carte grise ne correspond pas au véhicule qui fait l'objet du contrôle, forcément il peut y avoir quelques soucis. Bon, après, il y a des soucis aussi d'ordre assurantiel. Attention, hein, si on assure un véhicule de place et qu'on le rééquipe en 5 places, voilà, ça peut être dangereux. Voilà. Alors moi maintenant, j'ai un véhicule qui m'appartient personnellement, même si c'est un véhicule par exemple de grosse cylindrée, je peux quand même demander des ICA à mon entreprise si je l'utilise dans le cadre de l'entreprise? Oui, on peut effectivement demander des remboursements à l'entreprise au titre de l'utilisation professionnelle du véhicule, hein, donc il faut être capable de justifier des kilomètres qui ont été parcourus, des raisons de ces déplacements. Alors, à savoir que le barème de remboursement des indemnités kilométriques, lui, il est plafonné à 7 chevaux fiscaux. Donc, de toute façon, même si j'ai un véhicule de 15 chevaux, je n'irai pas au-delà en termes de remboursement d'indemnité qu'un véhicule de 7 chevaux. Voilà, c'est plafonné à 7 chevaux fiscaux. Alors du coup, vous qui êtes expert comptable, vous êtes là aussi pour guider vos clients. Quel est pour vous, ou du moins peut-être qu'on pourrait poser la question différemment, qu'est-ce qu'il faut mieux choisir? De facturer des ICA à son entreprise ou d'avoir une voiture en leasing dans son entreprise, par exemple, ou de l'acheter au sein de son entreprise? C'est une très bonne question. Souvent, la réponse, c'est vraiment au cas par cas. C'est-à-dire qu'on va vraiment faire une étude avec le client en fonction du véhicule qu'il souhaite acquérir, du niveau de pollution émis par ce véhicule, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, la fiscalité, on va le voir plus en détail, mais elle dépend de l'émission de CO2. Ça va aussi, pour répondre à cette question, il faut prendre en compte le kilométrage parcouru par le client. Voilà, donc il y a différents paramètres qui vont intervenir dans cette étude et on va être capable de répondre en fonction de ces différents
paramètres. Voilà. Grosso modo, plus on roule, plus on a d'intérêt quand même à déclarer des ICA. Enfin, s'il y a une généralité en tout cas qu'on peut faire, c'est en effet plus on fait de kilomètres à titre professionnel, bien entendu, là on parle des kilomètres professionnels, et plus les indemnités kilométriques en effet remboursent plutôt bien l'utilisateur. Voilà. A contrario, effectivement, quelqu'un qui ferait très peu de kilomètres à titre professionnel, il aura effectivement du mal à financer à titre personnel son véhicule par le remboursement des indemnités kilométriques. Oui, puis alors après, ça dépend de la philosophie de chacun. Quelqu'un qui veut absolument aucun problème, avoir la voiture en totale garantie, il sera peut-être préférable à l'orienter vers un leasing où il n'aura pas de cahier de kilométrage à tenir. Ouais. Ça dépend ce qu'on recherche aussi, si on veut une souplesse, si on veut de la légèreté ou si éventuellement on dit bah voilà, si on veut un petit peu plus de performance financière, bah, il faut travailler un petit peu plus, quoi. Oui, il ne faut pas perdre d'horizon. Donc la contrainte quand on est sur les indemnités kilométriques, il faut tenir effectivement ces kilomètres, c'est-à-dire qu'il faut être capable de justifier en cas de contrôle les kilomètres parcourus à titre professionnel et être capable de les détailler, c'est-à-dire au jour le jour, où est-ce que je suis allé, pour quelles raisons, et combien de kilomètres j'ai parcouru aller-retour. Voilà. Donc c'est un peu lourd, il faut se tenir un petit carnet des kilomètres parcourus, et ça peut être une contrainte. Voilà. Oui, il faut être assez rigoureux. Ce qui n'est pas le cas de tous les entrepreneurs que je suis peut-être aussi. La voiture de collection, du coup, puisque nous ici on est chez Collex Auto, on est dans le patrimoine de l'automobile, donc voilà, nous, notre boutique n'a que des voitures de plus de 30 ans. Existe-t-il des exonérations, des taxes qu'on n'aurait pas sur des voitures modernes? Est-ce que la TVS existe toujours pour une voiture de collection? Voilà, ces questions-là sont... Effectivement, c'est bien de parler de la TVS, de la taxe sur les véhicules de société, puisque jusqu'en 2006, les véhicules de plus de 10 ans étaient exonérés de cette taxe. Bon, mais depuis 2006, cette exonération a disparu. Donc pour répondre à la question, aujourd'hui, tous les véhicules, quel que soit leur âge, sont soumis effectivement à la taxe sur les véhicules de société. Alors, quand même deux catégories de véhicules, on n'en a pas parlé tout à l'heure de cette taxe. Pour les véhicules les plus récents, ils sont taxés en fonction de leur émission de CO2, qui est inscrit sur la carte grise, c'est la carte grise qui fait foi. Plus le véhicule est polluant et plus la taxe va être importante. C'est une taxe qui se paye chaque année et pas uniquement à l'acquisition comme le malus écologique. Et puis on a à côté de ça les véhicules plus anciens qui, eux, sur leur carte grise, n'ont pas cette mention de l'émission de CO2. Et pour ces véhicules-là, on va prendre la puissance fiscale qui est inscrite sur la carte grise et qui va nous donner un montant de taxe annuelle qui peut s'élever jusqu'à 4 500 €. Pour des véhicules qui ont plus de 15 chevaux. Voilà, on a vu ça tout à l'heure, le barème en préparant cette émission. Effectivement, même à partir de 10 chevaux fiscaux, on est déjà à plus de 3 000 € de TVS pour les voitures de collection. Donc c'est peut-être pas forcément judicieux d'acheter une voiture de collection au sein de son entreprise, du moins si c'est dans l'esprit de faire un investissement ou de faire un placement. C'est pas avec... On a d'autres solutions pour ça, mais c'est pas par cette voie-là qu'il est conseillé de le faire. Attention effectivement à cette taxe qui, encore une fois, j'insiste, c'est une taxe annuelle, donc ça peut effectivement être assez lourd. Oui, ça peut prendre tout le bénéfice éventuellement d'un placement qu'on pourrait faire pendant quelques années par l'achat d'une voiture de collection au sein de son entreprise. Et donc du coup, la question suivante, c'est, parce qu'on entend en fait toutes ces questions qu'on pose aujourd'hui en interview, c'est qu'on entend des chefs d'entreprise qui disent tiens, comment on peut essayer de trouver des solutions pour optimiser fiscalement. Et donc la question suivante, c'est j'achète une voiture de collection, mais que je vais mettre dans mon hall d'entrée d'entreprise pour bien sûr l'image de mon entreprise ou pour considérer finalement cette voiture comme un objet pur d'art qui, eux, ne sont pas pour taxer, pour le coup. Vous mettez une belle statue dans le hall, il n'y a pas de problème de taxe là-dessus. Mais du coup, la voiture, est-ce que j'ai le droit de faire ça déjà? Est-ce que je pourrais être exonéré de TVS puisque finalement, je ne roule pas, puisqu'elle sert d'objet d'art plus qu'un objet roulant? Bien sûr. Alors, ça a été précisé par l'administration fiscale, ça a été déjà jugé également par la Cour administrative d'appel de Lyon. Un véhicule qui est destiné au transport de personnes doit effectivement être déclaré sur la taxe pour les véhicules de société, quand bien même son usage serait différent. Voilà. Mais le contribuable ne peut pas modifier l'usage d'un véhicule qui est destiné au transport de personnes, donc il doit payer cette taxe annuellement, quand bien même elle ne serait pas destinée effectivement à rouler. Donc si on veut faire de la déco dans son hall, il faut une voiture qui soit entre guillemets considérée plus comme une pièce,
C'est-à-dire, soit il n'y a plus de moteur, soit il n'y a plus de papier d'identification qui permettrait de dire que cette voiture-là n'est plus roulante, en tout cas. Ouais. Tout à fait. Effectivement, on peut prendre l'exemple, si j'achète une caisse qui effectivement n'est plus équipée, il n'y a plus de moteur. Là, c'est plus considéré comme un véhicule, mais effectivement comme plutôt un objet de décoration. Alors, toujours un petit peu dans cet aspect image de marque, je décide d'acheter une voiture de prestige, ou du moins une voiture à l'image de mon entreprise. Ça peut être aussi une voiture rigolote, dans le but de dire, ben voilà, je vais récompenser mes clients les plus fidèles. Et donc, j'utilise en fait cet achat-là comme une voiture que je pourrais louer à prix préférentiel à mes clients, ou tout simplement leur prêter gratuitement dans un cadre commercial. Est-ce que déjà j'ai le droit, et est-ce que, toujours pareil, je suis assujetti à la TVA, à la TVS et éventuellement au malus? Très bonne question. Voilà, moi je trouve voilà les questions que les entrepreneurs nous posent. Mais oui, j'entends. Alors, est-ce que c'est interdit? La réponse, c'est ni oui ni non. Ça va dépendre en effet de la situation, ça va dépendre de l'entreprise. Au cas par cas, là, il faut étudier quel est le coût de la dépense, et est-ce qu'on peut justifier, si on revient sur des critères généraux de déductibilité des charges, est-ce que je peux justifier que cette dépense, elle est faite dans l'intérêt de l'entreprise, et quelle serait la contrepartie effectivement de cette dépense? C'est pour ça qu'il est difficile là pour nos spectateurs de répondre oui, c'est systématiquement possible. Non, il faut vraiment se rapprocher des conseils et étudier la question. Donc la porte n'est pas fermée, c'est pas non, c'est pas tout le temps oui non plus. C'est une réponse un peu normande que vous êtes en train de nous faire. Voilà. Mais effectivement, si on veut un peu résumer, c'est vrai que si demain je suis un promoteur immobilier et donc je fais, je sais pas, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, effectivement, et que ce chiffre d'affaires-là est fait pour peut-être une dizaine de clients, effectivement, là, ça peut être judicieux de dire on a investi dans une voiture à 100 000 euros pour éventuellement faire des cadeaux. Là, ça serait une proportionnelle éventuellement compréhensible, on va dire, aux yeux de l'administration fiscale. Mais effectivement, demain, je suis boulanger, je ne vais pas acheter une voiture à 100 000 pour offrir un tour de voiture à mes 10 000 clients qui m'ont acheté peut-être 15 baguettes d'un coup. Ça paraît compliqué, en effet. Donc voilà, donc finalement, c'est toujours finalement une question d'appréciation. Oui. C'est-à-dire que la loi n'est pas très claire finalement, ça se défend finalement. La loi, soit elle interdit expressément la dépense, et auquel cas là, on sait que ça n'est pas possible, mais si elle ne l'interdit pas, on en revient au cas général de déductibilité des charges, ce qu'on a dit tout à l'heure. Est-ce que la dépense est faite dans l'intérêt de l'entreprise, et puis de regarder le montant de la dépense par rapport à ce que ça peut rapporter. C'est pour ça qu'après c'est un peu au cas par cas qu'on peut juger. Voilà. Toujours dans le cadre de l'utilisation de sa voiture au sein de l'entreprise, est-ce que j'ai le droit de conduire une voiture qui appartient à l'entreprise le week-end? Et dans quel cas, éventuellement, je n'ai pas le droit, ou dans quel cas, j'aurais éventuellement le droit? Alors oui, c'est autorisé si je déclare et que je comptabilise un avantage en nature, parce qu'effectivement, il y a une utilisation personnelle d'un bien qui appartient à l'entreprise. Donc c'est là où on rentre dans ce dont on a rapidement évoqué tout à l'heure, les avantages en nature, que je vais pouvoir calculer soit de manière forfaitaire, soit de manière réelle. Donc quand on dit réel, c'est-à-dire être capable de justifier du kilométrage personnel, professionnel, et je vais évaluer un avantage en nature qui sera donc inscrit dans la comptabilité et déclaré, qui suppose donc de payer des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu pour le bénéficiaire de cet avantage en nature. Donc ça veut dire que si, admettons, le chef d'entreprise ne souhaite pas déclarer des avantages en nature, entre guillemets, il a le droit de rouler que du lundi au vendredi, enfin du moins il a le droit que de rouler les jours ouvrés de son entreprise, et il doit avoir un véhicule personnel le week-end qui peut justifier le fait qu'il peut se déplacer d'une façon différente qu'avec sa voiture de fonction. On peut le résumer ainsi, même si ce n'est pas interdit de travailler le samedi pour un dirigeant. Donc il peut aussi se déplacer à titre professionnel le samedi. Oui, c'est vrai que même si en France, pas forcément que du lundi au vendredi. Voilà, mais on peut travailler. Mais sachez que quelqu'un avait été repris parce qu'il travaillait 7 sur 7. Et que pour l'administration fiscale, c'était un boulanger, je crois, et il travaillait 7 jours sur 7.
et qu'en gros, on lui a dit non, on ne peut pas travailler 7 jours sur 7. Bon, Parce que, vous voyez, comme les recettes ne correspondaient peut-être pas à une ouverture aussi 7 jours sur 7. Peut-être 8 jours sur 7. Donc après, on a une autre petite question, c'est j'achète une voiture de collection avec mon entreprise, parce que voilà, effectivement, c'est un produit de patrimoine qui peut être intéressant même au sein de l'entreprise. Dire tiens, est-ce qu'on fait un investissement sur ce produit-là un peu dérivé? Je décide de le garder 5 ans, 10 ans et je souhaite me le revendre à titre personnel. C'est-à-dire que voilà. Est-ce que il y a une règle à respecter? Est-ce que je peux me l'acheter, enfin me racheter à mon entreprise le prix que je souhaite? Est-ce que il y a une règle de calcul? Et pendant 10 ans, il a peut-être été amorti. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que, est-ce que déjà, j'ai le droit de le racheter en tant que personnel alors que je suis le gérant de l'entreprise? Et surtout, à quelles conditions j'ai le droit de le racheter? Bien sûr. Alors, l'entreprise qui est effectivement propriétaire du véhicule peut le céder, y compris aux dirigeants, ce n'est pas interdit, un salarié aussi de l'entreprise. Donc là, la société est libre de céder ce véhicule à la personne de son choix, y compris le dirigeant. Ensuite, la règle en effet à respecter, c'est bien entendu le prix de cession. À quel prix la société va céder ce véhicule, va transférer la propriété aux dirigeants. Et là, la règle à respecter, c'est d'être sur un prix de marché, une valeur vénale, et de ne pas céder le véhicule à un prix très inférieur à la réalité, ou en tout cas au prix auquel on aurait pu céder ce véhicule à une tierce personne autre que le dirigeant ou autre qu'un salarié par exemple. Voilà. Donc il faut faire attention à ça. On est comme une règle dans l'immobilier finalement. Il y a un prix de marché, le notaire va aussi vérifier ce prix de marché, par exemple dans les différents arrondissements de Lyon, qui permet aussi d'éviter des ventes suspectes à des prix trop alléchants. C'est ça. Voilà. Dernière petite question, du coup, voilà, on a fait un peu le résumé, on est chef d'entreprise, on a eu de la chance de pouvoir réussir ces 10 dernières années, on a un petit peu de trésor d'entreprise, on souhaite, parce que vous êtes chez Connex Auto, donc dans le patrimoine automobile, on souhaite investir cet argent-là pour faire la préservation du patrimoine, mais aussi se faire plaisir, mais surtout aussi dire, trouver un moyen d'investissement autre que les moyens financiers classiques. Qu'est-ce que vous conseilleriez à un entrepreneur d'investir? Comment il pourrait investir cette trésorerie d'entreprise sans passer par la case forcément sortir de l'argent, être taxé en termes d'impôt sur le revenu, et après effectivement avec ça il peut investir en ce qu'il veut avec. Mais là, s'il veut vraiment partir de cette trésorerie d'entreprise, quels sont les différents leviers que l'entrepreneur peut avoir? Alors, une entreprise excédentaire, effectivement, au sein d'une entreprise, elle peut bien entendu être placée pour essayer de la faire fructifier, cette trésorerie dormante, qui ne génère pas de revenus. Bien entendu, comme vous le dites, le chef d'entreprise, il va vouloir essayer de faire quelque chose de cette trésorerie pour qu'elle génère effectivement un peu de produits financiers. Alors, classiquement, il y a, comme vous l'avez évoqué, les placements bancaires classiques, sans risque, qui vont permettre d'avoir un peu d'intérêt. Et puis, on peut se tourner vers d'autres modes, effectivement, de financement. Et là, on pourrait, effectivement, envisager des placements alternatifs. Par exemple, est-ce qu'il est possible pour une entreprise, selon ses statuts, je sais que ça dépend aussi des statuts, que cette entreprise puisse investir dans une autre entreprise où là, on va dire, le domaine d'application de cette nouvelle entreprise est dans la location de voitures de prestige ou location de voitures de collection, ça c'est possible d'investir dans une autre entreprise en tout cas. Oui, tout à fait. Alors on peut prendre capital. Voilà, on peut prendre des participations dans d'autres sociétés. Alors c'est plus effectivement des sociétés de type holding, donc des sociétés dont l'objet est de prendre des participations dans d'autres sociétés et de gérer ces participations. Donc là, oui, on peut imaginer qu'au sein d'un groupe où on a une holding, on puisse utiliser de la trésorerie excédentaire pour aller souscrire au capital d'une autre entreprise dont l'activité, par exemple, serait effectivement la location de véhicules de collection prestige. De prestige, une prise de participation. Elle peut se faire dans n'importe quel secteur d'activité, donc on peut l'imaginer. Et dans le même cas, donc j'investis au capital d'une entreprise. La contrepartie, c'est que cet argent-là va être
on va rentrer en compte courant d'associé. Est-ce que c'est possible que je puisse faire rémunérer ce compte courant d'associé qui remontera bien sûr dans ma holding, mais il est possible aussi que je touche de l'argent de mon compte courant dans l'entreprise dans laquelle j'ai investi. Ça, c'est aussi possible. Oui, parce que quand on investit dans une entreprise, comme on l'a dit, ça peut être par le capital, donc une souscription au capital, mais ça peut être aussi par des apports en compte courant d'associés. C'est-à-dire que là, je prête de l'argent à une société dont je suis aussi quand même dans le capital, hein, mais je vais prêter de l'argent et ces prêts sont effectivement rémunérés. Alors soit rémunérés à un taux qui est fixé entre les parties, hein, qui est libre, soit si on n'a pas choisi de taux, on peut prendre le taux qui est publié par l'administration fiscale pour rémunérer les avances en compte courant d'associés. Donc là, je vais, au niveau de la société qui a prêté, percevoir des produits financiers au titre de cette avance. Ouais. Très bien, bah écoutez, finalement en résumé, cet argent-là de trésorerie peut être utilisé si on a une passion ou si on veut simplement investir dans ce qui est quand même aujourd'hui un produit d'avenir, la voiture de collection, ce qui fait sourire hein, quand on dit ça. Voilà. Donc il est possible pour le chef d'entreprise de faire ça. Effectivement, nous chez Connex Auto, ça s'appelle le programme Connex Prime, hein, qui permet en fait de créer une SAS à but essentiellement et exclusivement la location de voitures de prestige. Et effectivement, voilà, on a fait ce produit-là pour nos chefs d'entreprise qui veulent investir de la trésorerie d'entreprise et avoir une rémunération sur leur compte courant d'associés qui remonte dans leur holding, ce qui fait que, leur participation permet de faire fructifier cet argent-là qui, pour l'instant, ne s'en servent pas, et de deux, de faire toujours continuer, perdurer un patrimoine automobile. Eh bien écoutez, Monsieur Bouteille, merci beaucoup pour le temps précieux que vous nous avez accordé. Merci pour l'invitation. C'est vraiment avec plaisir, vous prenez du temps. J'espère que vous, téléspectateurs, ça vous a appris des choses et puis que maintenant vous allez pouvoir mieux naviguer dans cette partie un peu tumultueuse de la fiscalité française. Mais il existe des solutions et on les a exposées. Donc voilà. Nous arrivons à la dernière étape de notre émission de ce jour et je vous avais promis une surprise et voilà, on retrouve, alors vous dites tiens c'est marrant, on revoit cette fameuse Fiat 500. Alors cette Fiat 500, c'est la surprise du jour, elle va être à gagner. Donc nous avons organisé un grand jeu concours qui donc a commencé et se terminera avec le tirage au sort le vendredi 13 décembre, donc c'est un vendredi 13, où il y aura un tirage au sort. Vous avez un nombre de tickets limité, qui est, chaque ticket est vendu 10 € et ce ticket-là peut vous donner le ticket gagnant pour rouler avec cette magnifique italienne, icône des années 60 et encore toujours icône, la Fiat 500. Donc voilà notre grand jeu concours. Si vous souhaitez acquérir donc des tickets, soit vous vous rendez chez Connex Auto pour qu'on puisse vous vendre des tickets de tombola, soit vous nous envoyez un petit mail à info@connexauto.com pour qu'on puisse vous donner tous les renseignements nécessaires si vous voulez faire par virement ou si vous voulez après envoyer un chèque. Et enfin, donc voilà, vous pouvez aussi nous envoyer un petit message sur les différents réseaux sociaux pour qu'on puisse aussi vous envoyer vos tickets et je l'espère gagnants. Voilà, Connex Auto l'émission, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. On se retrouve à la rentrée avec un nouveau format, vous verrez, ça sera donc la saison 2 et on est ravis de pouvoir continuer à partager cette expérience de la voiture de collection avec vous. Merci en tout cas de nous avoir visionnés, merci pour vos encouragements et merci surtout pour nous suivre et faire en sorte que voilà, l'aventure Connex Auto, ce nouveau concept où on fait vivre le patrimoine tout en pouvant prospérer, et c'est ça le concept Connex Auto. Et donc on vous remercie chaleureusement parce que c'est grâce à vous qu'on arrive à avoir cette rentabilité et surtout ce plaisir, car le mot principal de Connex Auto, c'est se faire plaisir et faire vivre ce patrimoine. Connex Auto l'émission, à bientôt!